La science est très claire, elle dit qu'il faut garder le réchauffement nettement sous les 2 degrés Celsius. Si tous les pays font ce à quoi ils se sont engagés, on s'en va vers un réchauffement de 3,5 degrés Celsius. On voit déjà les impacts et on sait qu'ils vont être encore plus gros au niveau des changements climatiques si on n'agit pas. Patrick Bonin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est une invitation. Merci d'avoir fait la route vers le bas du fleuve. Quelle belle route. Alors, Patrick, tu as un bac en administration des affaires, tu as une maîtrise en environnement, tu es engagé dans des organisations écologistes depuis longtemps, à commencer par la coalition Québec vers Kyoto, la QLPA, le Jour de la Terre, et tu es maintenant responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada depuis 2012. Explique-moi un peu, ça a été quoi ton parcours vers la question écologique? Qu'est-ce qui a déclenché ta sensibilité par rapport à cette question-là? Bien, je pense que mon déclencheur, ça a été, tu parlais justement de mon bac en administration des affaires, j'avais une concentration spéciale qui était sécurité-gestion de crise. Le bac, en fait, a été mis en place suite au Saguenay, le déluge du Saguenay, suite au verglas, pour former des gestionnaires de crise qu'on voit dans les inondations, par exemple, les centres de sécurité civile. Donc, ces gestionnaires de crise-là, c'était ma formation. Et à travers cette formation-là, j'ai eu, c'était en 99 même, des présentations d'Environnement Canada sur les changements climatiques. Donc, c'était des modélisations encore à l'époque, on en a encore aujourd'hui, avec les prévisions au niveau des impacts, qu'est-ce qu'il va y avoir en termes d'événements extrêmes, pour évidemment mieux préparer les gestionnaires à comprendre c'est quoi la réalité, c'est quoi les risques qui existent. Et ça m'a amené à une maîtrise justement en sciences de l'environnement à l'UQAM pour par la suite travailler à l'intérieur même de ma maîtrise avec des ONG, avec des groupes militants. Donc, de fil en aiguille, j'ai tombé dans la gestion environnementale au niveau des changements climatiques et depuis tout ce temps-là, j'ai pas lâché, disons. D'emblée, moi, je me suis dit, si je veux travailler à mieux gérer les crises, à éviter ou à mieux gérer les verglas, les Saguenay de ce monde, eh bien, le meilleur moyen, c'est ce qu'on apprend en sécurité-gestion de crise, c'est la prévention. C'est d'éviter que ces crises-là arrivent. Et la meilleure prévention contre les changements climatiques, contre l'augmentation des événements extrêmes, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans ma maîtrise, évidemment, j'ai fait 1 plus 1, combien ça fait? Je veux travailler à réduire les émissions pour ne pas avoir à gérer davantage, même si on sait qu'on va devoir en gérer davantage, de ces événements extrêmes-là. Et l'idée, c'est toujours de dire que si on ne réduit pas rapidement les émissions, il y a un niveau au-delà duquel on ne peut pas s'adapter. Donc, même si on veut faire de la gestion de crise, prévenir des réfugiés climatiques, prévenir des événements extrêmes, si on ne réduit pas les émissions, on ne sera juste pas capable de le faire. Donc, c'est une manière de... C'est un peu une continuité dans mon cheminement où j'aime mieux travailler à éviter le pire le plus possible. Oui, il va falloir s'adapter, mais clairement travailler sur les solutions pour ne pas y arriver. Est-ce que tu peux, pour le commun des mortels, parce qu'on parle beaucoup de ça dans les médias aujourd'hui, mais on ne prend pas tellement de temps pour détailler le problème. C'est quoi exactement le changement climatique? Peux-tu nous vulgariser ça? Les changements climatiques, c'est relativement simple. Depuis l'industrialisation, depuis qu'on utilise du pétrole, du gaz, du charbon, on brûle des combustibles fossiles, on émet du CO2. Donc, depuis ce temps-là, il y a une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. On parle souvent du CO2, c'est le principal gaz à effet de serre. Et avec cette augmentation-là, dans l'atmosphère, il y a une concentration plus grande, plus élevée de gaz à effet de serre. Et c'est un peu comme l'effet d'une serre. C'est pour ça qu'on appelle ça gaz à effet de serre. Et le fait d'avoir de plus en plus de gaz, c'est comme si la toile était plus épaisse, donc retient davantage la chaleur au niveau de la planète. Et là, on arrive à un niveau où on a tellement émis, on continue d'émettre des gaz à effet de serre, que la concentration dans l'atmosphère, en 150 ans, bien, on est rendu à un niveau qu'on n'a pas vu depuis 3 à 5 millions d'années. Donc, un niveau de concentration plus élevé, ce qui fait que la Terre retient plus les rayons du Soleil et se réchauffe. Et se réchauffe, c'est très clair, la science est claire. Dans les 5 années les plus chaudes, c'est les 5 dernières années. La décennie la plus chaude depuis qu'on enregistre les températures, c'est la dernière décennie. Et ça fait qu'il y a plus d'énergie dans le système, plus d'augmentation du niveau de la mer, plus d'expansion de l'océan et plus d'événements extrêmes. Et ça, on le voit un petit peu partout sur la planète. Et c'est un petit peu essentiellement ça, les changements climatiques, avec
des prévisions d'une augmentation de ces événements climatiques extrêmes-là, parce qu'on sait que quand les gaz à effet de serre, comme le CO2, est envoyé dans l'atmosphère, bien, ça reste environ 100 ans la durée de vie. Donc, les gaz à effet de serre qu'on émet aujourd'hui vont continuer à avoir un effet dans le temps, et c'est ce que les scientifiques modélisent. Et en termes d'impact, vu qu'on envoie beaucoup de CO2, il va y avoir encore plus d'événements extrêmes. Et l'idée, c'est justement d'arrêter d'augmenter les émissions de CO2 pour rapidement les réduire, pour éviter qu'on se retrouve à des niveaux atmosphériques trop élevés de CO2 et un réchauffement et un effet de serre trop élevé. Bien, ça change qu'il va falloir changer notre société de bout en bout dans tous les secteurs. C'est un défi sans précédent qui va nous amener à sortir de l'ère des combustibles fossiles et surtout qu'on ne pèle pas en avant aux générations futures le problème dont on est responsable, dont les grands pollueurs sont responsables. Et c'est essentiellement probablement le plus grand défi de l'humanité. Qu'est-ce qu'on veut éviter exactement en réduisant à 1,5 le réchauffement? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis l'industrialisation, qu'on émet beaucoup de gaz à effet de serre, on a déjà eu un réchauffement planétaire en moyenne de 1 degré Celsius. Donc, l'augmentation des événements extrêmes qu'on voit aujourd'hui, ça, c'est avec 1 degré Celsius de réchauffement. Ça, c'est en moyenne planétaire. Après, il y a les différentes régions du globe, dont le Nord, comme le Canada, se réchauffe 2 fois plus vite en moyenne que la planète. Donc, on est déjà à 2 degrés Celsius de réchauffement au Canada. Et le Nord, en Arctique, c'est même 3 fois plus rapidement. Donc, on est déjà à plus 2 ici, là, Au Canada en tant que tel, au niveau de la planète, c'est 1 degré Celsius. En 2019-2020, là. Exactement. OK. Et la fameuse notion du 1,5 degré Celsius, elle est arrivée en 2015 dans le cadre des négociations de l'accord de Paris, où les pays les plus vulnérables au changement climatique, comme par exemple les petits États insulaires, les pays qui ont des grandes populations côtières, les pays qui ont déjà des problèmes d'agriculture, les pays africains par exemple, ont dit, nous, au-delà d'1,5 degré Celsius de réchauffement, bien, c'est une question de survie de notre nation. Survie parce que, au-delà d'1,5 degré Celsius, il y a une augmentation du niveau de la mer qui fait qu'il y a des gens, entre autres les pays insulaires, qui doivent quitter littéralement leur nation, quitter toutes leurs traditions, quitter leur territoire. Et ils ont dit, nous, c'est là qu'on met la barre. Et là, les autres pays ont compris qu'en effet, il faut essayer de limiter 1,5 degré Celsius. Et la science est très claire. Elle dit qu'il faut garder le réchauffement nettement sous les 2 degrés Celsius. Puis 1,5 degré, ça veut dire combien de degrés au Québec, ça? Parce qu'1,5 degré, c'est la moyenne mondiale. Au Québec, ça veut dire combien? Bien, au Québec, en moyenne, 1,5 degré, ça veut dire 3 degrés Celsius parce qu'on se réchauffe en moyenne 2 fois plus. Donc, même le nord du Québec va avoir un réchauffement encore plus élevé. On peut aller 4 à 7 degrés Celsius, dépendamment. Ça, c'est si on respecte l'accord de Paris. Et c'est ça qui est inquiétant actuellement. Si on regarde l'ensemble des engagements des pays sur la planète, eh bien, s'ils font ce à quoi ils se sont engagés, comme le Canada a une cible pour 2030 de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Chine, tous les pays en ont. Si tous les pays font ce à quoi ils se sont engagés, on s'en va vers un réchauffement de 3,5 degrés Celsius. Et ça, c'est 2 fois plus que le fameux 1,5 qu'on doit viser. Et ça veut dire qu'on passe la barre au-delà de laquelle les scientifiques nous disent ça, c'est des interactions, des bouleversements climatiques catastrophiques, et on ne veut pas aller là. Et c'est ça qui est inquiétant actuellement, c'est qu'il faut changer le cours des émissions de gaz à effet de serre, que les pays prennent des engagements plus élevés, parce qu'actuellement, la trajectoire nous dit très clairement qu'on s'en va vers une zone où, au niveau planétaire, c'est extrêmement problématique en termes d'accès à l'eau potable, d'accès justement au niveau de l'agriculture, à la nutrition, de l'augmentation des canicules extrêmes, l'augmentation des inondations, de tous ces événements, tous ces extrêmes climatiques qui sont bien documentés et qu'on sait qu'on ne veut pas avoir. Est-ce qu'on est déjà en train d'assumer le fait que les citoyens de Tuvalu, mettons, dans le Pacifique Sud, vont devoir quitter leur île, que les gens qui habitent dans le delta du Bengale vont devoir quitter une partie du Bangladesh? Est-ce qu'on a commencé à assumer ça? Bien, on sait déjà qu'avec le réchauffement qu'on vit, les émissions qu'on a déjà émises, il va y avoir des impacts irréversibles. Des impacts irréversibles, entre autres, au niveau de l'augmentation du niveau de la mer,
Oui, il y a déjà des nations qui sont menacées. Oui, il y a déjà des villes comme Jakarta qui doivent déménager en raison de l'augmentation du niveau de la mer. C'est pas rien, là. C'est pas un village, Jakarta. C'est une 10 millions métropole. d'habitants. 10 millions, je pense. C'est C'est immense. gigantesque. Donc, il y a de ces impacts-là qu'on sait qu'il est déjà trop tard, qu'on ne pourra pas éviter, qu'il va falloir s'adapter. L'idée de tenter de limiter le réchauffement planétaire, c'est justement de limiter les autres impacts qu'on est encore capable de limiter. Il faut voir le 1,5 ou le 2 degrés Celsius de réchauffement comme étant un idéal, mais si on dépasse, par exemple, un petit peu le 1,5, ce qui va fort probablement arriver, on ne tombe pas dans un ravin. Ce n'est pas un seuil qui fait qu'au-delà de ça, l'humanité s'éteint d'un jour à l'autre. C'est quand même un gradient en termes d'augmentation des impacts. Donc, l'idée, c'est de tenter de limiter, de dépasser le moins possible ce 1,5 degrés Celsius-là. Et si on le dépasse, ce qui est encore une fois fort probable, bien, il faut redescendre par la suite dans cette zone sécuritaire-là. Et le seul moyen d'y arriver, c'est augmenter la captation de CO2. Donc, captation de CO2, on parle par exemple d'augmenter le couvert forestier au niveau planétaire, de capter le CO2, de le séquestrer. Et là, on peut revenir. Et tous les scénarios nous disent que pour revenir, par exemple, si on dépasse 1,5 degrés Celsius, ça va prendre la captation. Donc, il n'y a aucun scénario actuellement, 1,5 degrés Celsius ou 2 degrés Celsius, qui se fait sans arrêter, par exemple, la déforestation, sans augmenter les aires protégées, sans protéger les vieilles forêts anciennes, sans augmenter le couvert forestier, parce qu'on a aussi beaucoup fait de déforestation. Donc, c'est, oui, réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais également augmenter le couvert forestier, sinon, on n'y arrivera pas. Dans les 30 prochaines années, il faut qu'on se libère du pétrole, du gaz, du charbon, qu'on change notre manière de consommer, qu'on consomme moins, qu'on consomme mieux, qu'on restructure notre économie, notre manière de s'alimenter, de produire, de faire de l'agriculture, de se transporter, de se loger. On n'a plus de temps à perdre, puis il faut agir tout de suite. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent le changement climatique, par exemple, si la planète se réchauffe ici dans le Bas-Saint-Laurent, on va pouvoir faire des jardins plus longtemps. Puis il fait tellement froid dans notre pays que, quelque part, on peut penser que ça nous sourit qu'il fasse un petit peu plus chaud. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent ça? Il faut voir l'ensemble des impacts au niveau des changements climatiques. Quand on parle de 1,5, 2 degrés, au Québec, c'est 3, 4, 5 degrés Celsius de réchauffement avec des impacts. Il se peut qu'il y ait, par exemple, une saison des récoltes qui soit allongée, mais il se peut également qu'il y ait des impacts au niveau de sécheresse, comme on a vécu tout récemment. L'été passé, ici, dans le L'été Bas-Saint-Laurent, passé, ça a avec été, même ouais. des agriculteurs qui ont des problèmes au niveau de la récolte, Qui ne trouvent pas de foin pour nourrir les animaux. Pas de foin parce qu'il est trop cher pour nourrir les animaux, d'avoir des inondations, par exemple, d'avoir des froids rapides qui font en sorte que, par exemple, le grain ne peut pas être récolté ou correctement géré. Donc, on a plus de risques d'avoir des impacts négatifs que positifs. Ça, c'est très, très clair. Et puis, il y a une augmentation vérifiée des épisodes de sécheresse ou de catastrophes plus grandes ou la montée des eaux. Et on voit que le fleuve monte. Bien, on voit je me trompe pas. Très clairement, non seulement le fleuve monte, mais on a moins de couverts de glace en hiver en moyenne aussi, ce qui fait que les tempêtes, les marées sont plus fortes, ont plus d'impact sur les infrastructures, entre autres, avec des coûts quand même majeurs. Et ça, bien, c'est valide ici pour le bas du fleuve, mais c'est aussi le cas pour les îles de la Madeleine, par exemple, qui font face justement à des problèmes d'érosion majeure. Même chose pour la Côte-Nord. Donc, à ça s'ajoutent aussi des périodes de sécheresse. Et c'est souvent ça, les extrêmes. Hein? C'est soit, par exemple, on peut avoir des grosses trompes d'eau, des inondations, comme on a vécu les 2 derniers printemps au Québec en général. On peut avoir par la suite des périodes de sécheresse, d'étiage, où les cours d'eau, justement, diminuent pendant l'été. Donc, on a plus de difficultés au niveau de l'approvisionnement en eau potable. Vous avez aussi les périodes de canicule, entre autres dans les villes. Par exemple, Montréal, on se souvient, en 2018, c'était près de 80 décès suite à il y a eu 8 périodes de canicule, dont une extrême et meurtrière de 80 décès. Et ça, bien, ça se produit partout au niveau de la planète aussi. Donc, nous, on a des risques et des impacts qu'on voit déjà au Québec avec des coûts quand même
majeurs pour la société. On parle de millions, que ce soit en infrastructure, des coûts sociaux aussi, qui sont vraiment pas à négliger. Là, quand il y a 10 000 résidences, par exemple, comme ce printemps ou le printemps 2019, où les gens sont évacués de chez eux. Comme à Sainte-Marthe, par exemple. Comme à Sainte-Marthe, c'était quand même 10 000 personnes qui ont été évacuées à un certain moment. Là. Donc, il y a de ces gens-là qui subissent des stress, évidemment, qui perdent leur maison. Donc, il y a des drames humains à travers ça. Et on sait que ça va nous coûter plus cher si on n'agit pas rapidement. Donc, oui, il y a un coût à faire un virage comme société, mais si on ne le fait pas, les impacts vont tellement être élevés et les coûts sociaux, encore une fois, sont importants aussi à considérer là-dedans. Combien ça vaut la vie d'une personne ou même combien ça vaut une personne qui rentre à l'urgence parce qu'elle n'est pas capable d'un trouble respiratoire en raison justement d'une canicule extrême. Donc, c'est le genre d'événement qu'on ne veut pas avoir, d'où l'importance de faire de la prévention, de réduire rapidement les émissions pour diminuer les coûts et pour aussi avoir des opportunités. Est-ce que, par exemple, on a des opportunités au Québec dans une transition de développer davantage de souveraineté alimentaire, de faire davantage d'approvisionnement local, de faire davantage de transformation, d'avoir des circuits courts d'approvisionnement? Oui, définitivement. Et c'est ça qu'il faut voir. Ça nous prend un plan de transition sociétal complet dans l'alimentation, dans l'agriculture, dans les bâtiments, dans la souveraineté énergétique également. Là, on produit notre électricité au Québec, mais on importe pour 10 milliards de pétrole. Donc, il y a des opportunités là-dedans. 10 milliards de dollars de pétrole. Par année. Et ça, c'est même plus que ça. On voit depuis Kyoto des centaines, voire des milliers de personnes prendre des avions pour se réunir quelque part ailleurs dans le monde. Et on a l'impression que ça avance pas beaucoup ou pas assez à chaque fois. Est-ce qu'il faut compter sur ces accords-là? Est-ce qu'il faut compter sur nos gouvernements? Ou est-ce qu'il faudrait plutôt compter sur nos communautés, nos villages ou même nos entrepreneurs? Au stade où on est, là, on parle d'urgence climatique, il faut prendre par tous les bouts possibles. Si on parle de la crise actuellement humanitaire ou climatique qu'on a, bien, c'est sûr que ça nous prend une entente internationale pour s'assurer que l'ensemble des pays font leur part, pour s'assurer que les pays les plus vulnérables sont aidés, justement, parce que souvent, ce n'est pas de leur faute, les changements climatiques. Ils subissent les impacts, mais ce n'est pas les pays les plus démunis, les pays en développement qui sont responsables des émissions. Les premiers responsables, c'est les pays les plus industrialisés, comme le nôtre, évidemment. Et donc, ça prend tout le monde qui se ramasse ensemble et qui se dote d'engagement et qu'on soit capable d'avoir l'image globale. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Puis si on n'est pas sur la bonne voie, si on s'en va vers 3 degrés Celsius de réchauffement, qui en fait plus? Et que tout le monde s'encourage là-dedans, ce challenge également. Une fois ça dit, ça, c'est des négociations internationales, c'est des objectifs. Après ça, il faut que chacun des pays se dote d'objectifs cohérents et les respecte. Et ça, c'est pas fait. Et c'est sûr que ce sera pas fait s'il n'y a pas une mobilisation populaire, s'il n'y a pas de la pression de la part des populations. Est-ce que tu penses que le marché, l'économie, peut contribuer à cette transformation-là? Bien, certains types d'économies, oui, définitivement. On peut faire croître justement les énergies vertes, les énergies renouvelables, les services de proximité. Mais il y a un type d'économie dont il faut sortir, c'est l'économie des hydrocarbures, l'économie des combustibles fossiles, du pétrole, du gaz et du charbon, entre autres aussi parce que ce sont les responsables historiquement des émissions. Ce sont aussi les responsables de l'inaction politique par leur lobbyisme, par leur pression sur les gouvernements. Donc, il faut non seulement se doter de plans régionaux, mais il faut aussi avoir de la cohérence à tous les niveaux. Et ça implique de réglementer, de mettre des limites. Et ce n'est pas nécessairement toujours au niveau municipal qu'on peut le faire. Ce n'est pas la municipalité qui va les négocier, par exemple, au niveau des conférences des Nations unies. Ce n'est pas les municipalités qui décident qu'on donne des milliards de dollars encore en subventions directes ou indirectes à l'industrie pétrolière et gazière. Et ça, bien, c'est de notre devoir d'agir. Il y a 2 choses à faire, essentiellement. Là. On bloque les mauvais projets, infrastructures pétrolières, gazières, pétrolières, qu'on sait qu'on ne peut plus en avoir, on ne peut plus en rajouter, et il faut pousser pour les solutions. On sait que durant la dernière législature au Canada, le lobby du pétrole a eu accès au cabinet du premier ministre plus que 1000 fois. Je ne me rappelle plus du chiffre exact. Est-ce que les forces ne sont pas inégales? Comment fonctionne le lobby du pétrole et des hydrocarbures qui est visiblement très puissant au Canada?
Le lobby pétrolier-gazier, c'est le lobby le plus puissant probablement au Canada. Même chose au Québec au niveau du gaz. Ils travaillent depuis des années à retarder l'action climatique. On subventionnait, entre autres, des climato-sceptiques, des instituts de climato-sceptiques, des recherches, des publications. On déployait des stratégies de relations publiques, de communication. Les 500 géologues là, qui ont signé en septembre une Pour lettre semer le doute. Donc, qui disent encore que peut-être que la planète ne se réchauffe pas. Ça existe vient du lobby encore. pétrolier. C'est des liens très évidents, sous-entendus. C'est des gens qui n'ont pas intérêt à faire cette transition-là. Et maintenant, leur leitmotiv, c'est bien, la transition, elle n'est pas si urgente ou les impacts ne seront pas si graves, alors qu'au contraire, on sait qu'il faut, dans 30 ans, se débarrasser du pétrole, du gaz et du charbon. Ces gens-là, ils disent on exagère. C'est ça, en gros, C'est qu'ils leur disent. nouvelle ligne, en fait, parce que maintenant, les climato-sceptiques de l'époque, qui sont les mêmes institutions ou lobbies, ben, ils ne peuvent plus dire que la science, elle n'existe pas, que les changements climatiques n'existent pas, parce que la science est trop claire et est trop consensuelle. Donc, ils sèment le doute sur l'urgence d'agir, sur les impacts des changements climatiques, alors que la science est également très claire là-dessus. Donc, c'est une manière détournée encore de retarder l'action. Et ça, c'est publiquement, c'est dans leurs relations publiques, dans leur communication, dans leur publicité, mais c'est aussi dans le lobby. 11 000 rencontres de lobbyistes des pétrolières et gazières en 7 ans auprès du gouvernement fédéral, des élus et des hauts fonctionnaires. 11 000 rencontres de ces lobbyistes-là, inévitablement, ça mène, par exemple, à l'achat d'un pipeline pour 15 milliards de dollars et la construction d'un futur pipeline de la part du gouvernement fédéral. Ça mène à un maintien des subventions pétrolières et gazières. Mais on voit qu'il y a un contre-lobby, et ça, c'est le lobby citoyen. C'est les gens qui ont voté lors de la dernière élection fédérale. Plus des 2 tiers des gens ont voté pour l'action climatique, et on voit les manifestations historiques de plus en plus. À Montréal, c'était 500 000 personnes, mais c'est à travers le Québec aussi, dans plus d'une vingtaine de villes, le 27 septembre 2019. Et ça, même au niveau mondial, 4 millions de personnes, c'est des mobilisations qu'on n'a jamais vues dans l'histoire de l'humanité sur la question climatique. Et on sait qu'une fois que les gens comprennent, l'urgence d'agir, surtout les jeunes aussi, bien, ils ne reculent plus. Ils sont prêts à aller plus loin. Ils ont fait une pétition, ils ont signé un manifeste, ils sont sortis dans la rue. De plus en plus de gens envisagent ou font de la désobéissance civile non violente parce qu'ils disent il y a une urgence d'agir, il faut bouger. Et nous, on en fait à Greenpeace autant qu'on fait de la promotion des solutions, qu'on fait des rapports de recherche, qu'on critique les politiques publiques, parce qu'il faut agir sur tous les fronts. Mais clairement, s'il y a des lois ou des gouvernements qui sont irresponsables, je comprends les gens de plus en plus à sortir et à se dire, bien, moi, je suis prêt à me faire arrêter pour mettre du sable dans l'engrenage, pour retarder soit la construction de projets ou pousser les gouvernements pour en faire plus, parce que c'est notre avenir, c'est l'avenir des jeunes. On voit déjà les impacts et on sait qu'ils vont être encore plus gros au niveau des changements climatiques si on n'agit pas. Les grands changements qu'on doit faire, idéalement, vont nous amener plus de temps pour avoir d'autres choses dans notre vie que de juste travailler puis juste consommer. Moins de temps de transport, par exemple, pris dans des bouchons, moins de pollution au niveau de la qualité de l'air, moins de problèmes de santé, des cours d'eau plus en santé. Viser non seulement un approvisionnement local, mais un développement sur la base des ressources qui va respecter l'environnement et qui va faire en sorte qu'on soit plus dépendant des hydrocarbures importés et des plus grands pollueurs de ce monde qui sont entre autres les pétrolières et les gazières. Toi, personnellement, y a-t-il des communautés, des villages ou des pays qui t'inspirent particulièrement puis qui te donnent du gaz, pour pas utiliser cette expression drôle, un gaz complètement vert, mais qui te mettent en marche? Bien, on le voit de plus en plus, là, même au Québec, il y a des communautés en transition. Et quand on regarde l'ensemble des mesures, il y en a plein. Des pays comme la Suède est un exemple aussi en termes d'ambition, en termes d'indépendance par rapport justement aux hydrocarbures. Et l'idée, elle est simple, c'est de changer l'agriculture. Donc, oui, consommer par exemple moins de viande, consommer moins de produits laitiers aussi, consommer plus local, moins d'agriculture industrielle, moins de pesticides, plus d'agriculture bio, plus de transformation, moins de produits qui viennent évidemment dans l'autre bout du monde, d'avoir des produits congelés, des produits transformés. Donc ça, c'est de proximité, ça peut se faire. Au-delà de ça, c'est de l'aménagement urbain qu'on veut voir aussi. Donc il y a des villes qui planifient maintenant leur aménagement urbain. On ne peut pas avoir, par exemple, des services de transport collectif si on est trop étendu puis si on n'a pas accès à une densité de population dans les grandes villes, mais aussi
entre les villes. On ne peut pas avoir d'électrification des transports si les véhicules électriques sont trop chers ou si les véhicules conventionnels ne paient pas pour leur pollution, donc de mettre un prix sur le carbone. Et quand on regarde l'électrification des transports, la Norvège, actuellement, est à 60 de véhicules vendus neufs électriques. Aujourd'hui, au moment où on se parle, au Québec, on est à 2 La Norvège vise 100 de véhicules électriques en 2025. Et on sait que c'est à peu près ça qu'il faut viser. Après ça, il y a des programmes d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique dans plein de pays en Europe qui sont les programmes les plus intéressants à déployer d'un point de vue communautaire, régional, partout à travers le Québec. On peut avoir des chantiers d'efficacité énergétique pour avoir de l'isolation, par exemple, de l'efficacité énergétique au niveau des bâtiments. Ça, c'est bon pour le portefeuille des gens, ça crée des emplois en région, ça l'aide au niveau de la construction et ça réduit la consommation énergétique. Donc, c'est sûr que si on regarde ça, c'est le bâtiment, mais vous avez la même chose au niveau de l'approvisionnement local. Encore une fois, si on a, par exemple, au Québec, l'idée de se dire qu'il faut qu'on devienne le plus souverain au niveau alimentaire, bien, on a tout à gagner. On a tout à gagner au niveau du développement de nos régions, au niveau de l'approvisionnement, au niveau changement climatique également, en termes de réduction des émissions. À ça, s'ajoute évidemment toute la question du transport. Comment on gère notre transport? Oui, il y a des véhicules électriques, puis il faut faire de l'électrification des transports. Il faut faire aussi davantage de covoiturage, davantage d'autopartage électrique. Il y a des municipalités qui font ça. Ils ont des véhicules électriques le jour. Le soir, ils sont disponibles pour les gens pour qu'ils puissent l'utiliser un peu sous le vocable, justement, d'autopartage. Donc, ce n'est pas une solution en particulier, c'est l'ensemble d'un panier de solutions qui doit être adapté à la région également, qui doit être adapté à la réalité de la communauté. On a des communautés, par exemple, qui dépendent de la foresterie. Si on doit protéger davantage de forêts, qu'est-ce qu'on fait avec ces communautés-là? Comment on planifie cette transition-là pour faire plus de transformation, par exemple, dans deuxième, troisième transformation, pour s'assurer d'avoir des aires protégées, pour s'assurer de protéger les espèces menacées comme le caribou, pour développer de l'écotourisme en parallèle. Donc, c'est pas une solution et c'est pas une solution qui est applicable mur à mur. Il y a des réalités où il faut avoir des plans de transition avec les communautés pour aider les communautés. Si on doit se débarrasser des hydrocarbures, si on doit changer notre agir dans les 30 prochaines années, quelles sont les communautés qui sont, et les jobs et les travailleurs qui sont à risque? Comment on fait pour ne pas sacrifier des communautés ou des travailleurs en se donnant des plans de société pour pas que, justement, ils écopent de notre obligation comme société de faire un virage. Si on est obligé de faire le virage, il faut qu'on le fasse ensemble pour que personne ne soit laissé derrière. Et ça implique d'avoir des plans et les gouvernements n'en ont pas et ça, c'est un problème. Les municipalités, les provinces, le gouvernement fédéral n'ont pas de plan de transition qu'on dit juste, où personne ne va être laissé derrière, où on va lutter non seulement contre les changements climatiques, mais on va lutter contre la pauvreté, par exemple. On va régler d'autres enjeux au niveau de la santé, au niveau de la qualité de l'air, en se donnant des plans globaux qui permettent de faire cette transition-là, pas contre l'environnement, mais pour l'environnement et avec les gens. On manque de temps, on n'a plus de temps et il faut être rendu intransigeant. C'est ça aussi le problème. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'inertie encore dans le système. Il y a beaucoup de gens qui tiennent des discours qu'il n'y a pas d'urgence, qu'on a encore trop de temps, mais de moins en moins de gens les écoutent. Mais ils sont encore très présents, c'est des lobbies très influents. Et même, il y a plein de chroniqueurs là, qui reprennent ce discours-là. Et ça m'inquiète. Puis il y a plein d'autres choses qui m'inquiètent. Mais je pense qu'il y a quand même l'espoir, surtout avec les jeunes qui se mobilisent. Ça, c'est probablement ce qui donne le plus d'espoir parce que ces gens-là, ils sortent en masse et ils n'arrêteront pas. Et je pense qu'ils ne sont pas les seuls, ils sont de plus en plus accompagnés par plusieurs personnes. On est rendu à l'intransigeance. J'aime ça comme finale. Intransigeant. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Plaisir.